Il était une fois une rivière qui s'appelait l'Oise. Pendant des siècles et des siècles, elle vécut en parfaite harmonie avec les villages qui l'abordaient. Elle nourrissait les hommes et les bêtes, elle transportait des marchandises, des voyageurs, et elle approvisionnait la capitale. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais un jour arriva le train, qui était beaucoup plus rapide dans tous les domaines. Alors, on construisit des ponts pour le faire passer. Dès lors, en réunissant deux rives, on supprima une rivière. Il faudra attendre un siècle pour que les hommes redécouvrent l'Oise. Le choix de l'implantation, de l'aménagement et du développement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise sera déterminé par son emplacement géographique remarquable, tout autour de la dernière boucle qu'elle forme avant de se jeter dans la Seine. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ce lien entre la ville et sa rivière? Qui l'utilise encore et pour quelles raisons? L'Oise fut pendant des siècles une rivière capricieuse. Tantôt à sec, tantôt en crue, elle n'était que très peu navigable. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que la canalisation de la rivière soit engagée, et ceci pour une raison économique. L'expansion de Paris nécessitant de nouvelles sources d'approvisionnement, la canalisation de l'Oise permettra d'amener dans la capitale les ressources énergétiques du nord de la France, notamment le charbon et les matériaux de construction. Il s'agissait de barrages fixes et à côté des barrages fixes, on a construit des écluses pour permettre le passage des bateaux. C'est le temps de la péniche de bois. C'est un bateau qui n'a pas de moteur encore, qui est donc tracté, tiré par des hommes. Oh, je devrais dire plutôt par des femmes, parce que c'était souvent les femmes qui étaient sur le chemin de halage. C'était une péniche qui était tirée par des animaux, essentiellement des bœufs, des chevaux, quelquefois des ânes, et avec ces moyens, somme toute, assez rudimentaires, eh bien, on a fait ce que les historiens appelaient jadis la révolution industrielle. Cette péniche de bois évoluera au fil des ans. Elle sera dotée d'un moteur, puis sera métallique comme celle que nous pouvons encore apercevoir. Mais revenons à Pontoise, son barrage et son utilité. Il faut savoir que sans barrage, l'Oise par exemple, en période d'étiage, ce qu'on appelle la période d'étiage, c'est la période d'été, présenterait, en pleine période d'été, présenterait un filet d'eau. Le rôle d'un barrage est de maintenir toute l'année le niveau de la rivière, soit en fermant les vannes en période de sécheresse, soit en les ouvrant en période de crue. Cette retenue d'eau crée un dénivelé plus ou moins important que les bateaux ne peuvent franchir. À chaque barrage est donc associée une écluse. Et à chaque écluse, un ou plusieurs éclusiers. L'une de ces nombreuses missions consiste à organiser l'arrivée des bateaux, et montants et avalants, dans l'écluse. Et de ranger ces bateaux dans l'écluse et se mettre en situation de pouvoir réaliser une éclusée, donc c'est le temps de passage du bateau dans l'écluse, en toute sécurité. Là, on se commande la fermeture des portes, après ça se fait en automatique, hein. C'est un semi-automate. Bon, on initialise aussi, on le confirme là et puis on le valide. Bon, c'est-à-dire vous, là, vous avez appuyé sur le bouton, c'est bon là. Voilà. C'est très dur pour le doigt. C'est physique. Si vous voulez, le transport fluvial, pour résumer, je citerai un chiffre qui donne une image de l'intérêt de développer le transport fluvial. C'est qu'il faut savoir que lorsque les plus grands convois pouvant transporter jusqu'à 5000 tonnes transitent sur le fleuve, c'est l'équivalent de 250 camions qui ne circulent pas sur la route. Il y a une prise de conscience récente qui conduit à ramener, plutôt à développer le transport fluvial justement pour limiter les transports notamment les transports lourds,
le trafic poids lourd, limiter le trafic poids lourd sur les axes routiers. J'emmène 1000 tonnes ici. Par rapport à un camion, ça fait quoi? Ben, ça fait 37-38 camions sur la route quand moi je suis chargé. Donc vous imaginez 37 camions cul à cul jusqu'à Rouen sur l'autoroute, vous voyez qu'est-ce que ça représente. Comment vous faites pour vous guider quand vous arrivez dans l'écluse? Je le conduis rapport à cette petite manette. C'est ça qui permet de rentrer le bateau dans l'écluse de droite à gauche, c'est tout. Si vous avez de la tempête, c'est plus compliqué à vide parce que le vent sur une longueur comme ça, il prend dedans et vous êtes assez haut, donc il vous emmène plus facilement. Mais on a aussi un moteur à l'avant. Les hommes et les femmes qui composent les équipages de ces bateaux sont souvent des couples, car la batellerie, c'est avant tout une affaire de famille. Je suis né sur un bateau. Mes grands-parents, mes parents étaient là-dessus. Et votre femme, elle était aussi marinière? Oui, oui. Elle est fille aussi? Fille de marinier, oui. C'est une branche, je vais dire, comme un peu, je prendrais les fermiers. Ils se marient beaucoup entre eux. Et nous, c'est après le même cas. Beaucoup dans les familles de mariniers, on se remarie. C'est-à-dire qu'il faut aimer ça. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut aimer cette vie d'être... Vous êtes sur l'eau toute la semaine, en fait. Toute la semaine, oui, mais enfin bon, c'est pas désagréable, vous savez. Il s'agit d'avoir un logement confortable, du confort. Vous ne vivez pas sur votre bateau? Si, je vis sur mon bateau. Ouais. Mais bon, si c'est que mon point d'attache est Langueil-Annel, quand je suis arrivé à Langueil-Annel, je suis à ma maison. À une époque où le respect de la nature et les valeurs écologiques sont à l'ordre du jour, il est intéressant de constater que le mode de transport le plus écologique est en fait le moins utilisé. Avec moins de 5% de part de marché, le transport fluvial est en crise. Les lobbies routiers et ferroviaires, une relève quasi inexistante, ainsi que le prix des bateaux en sont les principales causes. Un bateau moderne alors aujourd'hui, ça vaut 1 milliard de francs. Donc quel est l'artisan qui peut se payer d'aller chercher un matériel d'1 milliard? Personne. Personne. Bon, un bateau comme ici sur le marché de l'occasion, ça vaut 2,5 millions. C'est déjà très dur à vendre. Donc si l'État ne nous aide pas, comment je vous dirais ça, à acheter du nouveau matériel, à rénover la flotte française, la flotte française dans, disons, dans 10-15 ans, on n'en parle plus, c'est tout. L'Oise n'appartient pas qu'aux mariniers. Des petites embarcations y naviguent aussi. Seuls, à 2, 4 ou 8, les rameurs du club d'aviron de la SNO, la Société Nautique de l'Oise, profitent aussi de la rivière toute l'année. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances scolaires, on en fait toute l'année. On peut en faire quand on veut, samedi, dimanche. Les seuls moments où on ne peut pas en faire, c'est quand l'Oise est en crue en fait. Quand elle déborde, là on peut vraiment pas en faire. Mais sinon, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on en fait quoi. Ici, je suis pas au point d'équilibre. Ici, c'est un peu mieux. Ici, voilà. D'accord? Alors après, tout simplement, vous glissez votre corps en dessous. Alors, bien entendu, c'est pas trop léger, donc ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à le mettre sur l'épaule. Vous le mettez sur l'épaule. Gaëtan, ça passe combien à 8 comme ça? 93. 93, voilà. L'avantage de l'aviron, c'est que par rapport à tous les groupes musculaires que l'on a chez un individu, bien, tous ces groupes musculaires marchent, que ce soit les jambiers, du buste, les bras, etc. Tout fonctionne à des temps divers, mais tout fonctionne, si bien que je crois que c'est pas usurpé de dire que l'aviron est certainement, au point de vue du développement musculaire, un des meilleurs sports existants. C'est un sport que vous pouvez pratiquer jusqu'à 85-95 ans.
Et, enfin, je veux dire, de 7 à 77 ans, si on voulait reprendre l'image de Tintin, et ben l'aviron, c'est ça. Vous pouvez en avoir fait pendant... On a beaucoup de rameurs, de rameuses parmi nous, qui en ont fait à leur première époque, dans leur jeunesse, quand ils étaient en études, et qui ont repratiqué ça 10, 15 ans, voire 20 ans plus tard. Nous avons une très forte section dite de loisirs qui viennent, comme on pourrait faire du VTT, qui viennent faire de l'aviron pour son plaisir le dimanche matin et le samedi matin, voire même faire des descentes de rivière qui sont organisées par la fédération dans tous les coins de France. C'est manifestement un sport d'équipe. Hein. On est 4, on est 2, on est 4, on est 8 dans un bateau. Lorsque la machine est bien huilée, lorsque ça fonctionne bien, bon, ben évidemment, c'est agréable parce que l'impression se fait bien, le geste se fait correctement. C'est une très bonne école au niveau technique, au niveau équilibre, au niveau sens de l'effort, de l'émulation. Mais c'est également le souci de faire le geste correctement, puis peut-être de se souffrir un petit peu, de se faire mal un peu. Quoi. Vous croyez que ça rentre en ligne de compte, ça? Ah oui, je pense. Ouais, je pense que le gars qui fait du footing tous les dimanches matins, de temps en temps, il aime bien se faire mal. Hein. Ouais. Donc là, c'est un peu ça aussi, mais dans une autre embarcation. Le plaisir, c'est pendant les compétitions, quand on gagne et quand on se fait mal pendant les entraînements. Et être avec les copains, ça fait plaisir. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les gens qui sont ici. J'aime bien, comme j'aime bien ramer, comme j'aime bien tout ce qui est endurance et tout. Bon, un 8, ça va entre 20, 27, 28, voire 30 km/h. Sachez que quelquefois, en démonstration, on peut, avec un 8, lorsque c'est un bon équipage, faire un décollage de ski nautique, par exemple. En règle générale, l'aviron est un sport un petit peu méconnu, mais dès lors qu'on y a goûté, c'est pour de nombreuses années.